Lacan nous le réel, 108e séance. Vous écoutez? Oui, mais est-ce que vous y attrapez un petit quelque chose qui ressemble à du réel? Dans la difficile tâche de vous faire entendre ce soir, disons, quelque chose. On entend? On n'entend pas. Et comme ça, entend-on. Ça va? Bon, quelques âmes charitables m'ont fait remarquer les deux petites erreurs, lapsus de la dernière séance. Donc, Selbstbewusstsein, et non pas Selbstbewusstsein. Comme j'ai dit, j'ai rajouté une pierre, je ne sais pas pourquoi, peut-être pour ancrer la chose. C'est la conscience de soi, en allemand. Et puis, Goethe a travaillé 80 ans à essayer d'apprendre à lire, pas 85. Donc, j'ai aussi peut-être l'esprit méridional là, qui m'a fait rajouter 5 années de plus d'apprentissage. Mais mis à part ça, donc, j'ai eu quelques petites questions que peut-être je vais éclaircir maintenant par rapport à la dernière séance, notamment la notion de maître chez Hegel. Parce que bien sûr, le maître dont il s'agit, chez Hegel, dans la dialectique du maître de l'esclave, y a-t-il un au-delà de cette dialectique maître-esclave? Il s'agit bien sûr du maître antique, qui n'a rien à voir avec le maître contemporain. Qui s'opère du discours du maître antique, celui du maître moderne, qu'on appelle capitaliste. C'est quelque chose qui s'est modifié dans la place du savoir. D'abord, pour des raisons de discours, puisque le discours capitaliste commence avec la révolution du même nom, mais surtout devient quelque chose qui va coincer la société dans une dynamique qui reste la sienne encore aujourd'hui, et même de plus en plus. Et c'est pour ça que Lacan dit que c'est Marx qui a donné ces lettres de, on n'ose pas dire noblesse, parce qu'il n'y a aucune noblesse là-dedans, justement, mais qui a donné son discours, donc sa lettre, au discours capitaliste, et donc à la pratique capitaliste qui aujourd'hui semble absolument indéboulonnable, étant donné que c'est le nouveau discours du maître. Donc c'est en ça où justement les maîtres d'aujourd'hui, ce qu'on appelle ironiquement, comme le fait Israël Shamir par exemple, les maîtres du Covid, ne sont maîtres de rien du tout, ce sont des esclaves. Mais ce sont des esclaves un peu comme les capots des camps de concentration étaient aussi des juifs. C'est-à-dire que ce sont des esclaves qui jouent au maître. Bill Gates, c'est un esclave. Macron, c'est un esclave. Attali, c'est un esclave. Harari, c'est un esclave. Il n'y a que des esclaves. Ce sont des esclaves parce qu'ils sont en position de maître. Et le maître contemporain n'est pas un maître, justement, puisqu'il est dans une totale ignorance à laquelle il tient plus que tout, puisque nous allons le voir tout à l'heure dans le déploiement des structures appliquées à la notion de fantasme, à ne pas savoir, à ne rien vouloir en savoir. Savoir quoi? Bien sûr que là où se prennent les décisions, là où tout se joue pour le par-l'être, c'est-à-dire le mystère du corps parlant que nous sommes, c'est sur la scène de l'inconscient. Andere Schauplatz, nous allons y revenir aussi. Et donc il ne veut rien en savoir, et donc le fait de se prendre comme ça pour un maître, c'est l'imposture la plus manifeste qui soit, et la plus ridicule. C'est un pathétique imposteur. Les maîtres d'aujourd'hui, les patrons du CAC 40, de Moderna, les présidents, etc., les maîtres les plus pathétiques. C'est pour ça que j'en veux autant, notamment à Zizek, de ne pas avoir compris vraiment ce qu'est le grand autre. Il a travaillé à ça pendant des années, et il en conclut donc l'opposé de ce que dit Lacan.
tout en se faisant passer pour quelqu'un qui connaît très bien l'œuvre de Lacan et qui essaye d'appliquer Lacan dans le social, sauf que pour lui, le grand autre n'est que le maître de l'ordre socio-symbolique, c'est-à-dire un petit autre. C'est Staline, en fait, pour le dire rapidement. Alors que l'autre avec un grand A, qui nous a permis d'aborder l'angoisse et donc la notion de fantasme, sur laquelle nous allons revenir, eh bien c'est tout à fait autre chose, puisque cette différence-là que fait Lacan entre le maître hegelien, donc de la dialectique du maître et de l'esclave, en tant que conscience de soi, qui cherche une conscience de soi autre pour le reconnaître, c'est-à-dire, ça ne peut déboucher que sur un conflit et sur une impasse. Le dépassement de cette impasse ne se fait que par le recours à l'autre avec un grand A, c'est-à-dire l'ordre symbolique en tant qu'il est lui-même troué. Nous allons y revenir d'ailleurs, parce qu'on ne peut pas échapper à ça. Et petit rappel, le maître antique, si c'était un véritable maître, justement, c'était parce que, tout simplement, il n'avait pas peur de mourir. Dès le temps de Solon, on en vint à regarder la servitude comme pire que la mort. Par la suite, la philopsychia et la lâcheté s'identifièrent à la servilité. Ainsi, Platon croyait-il avoir démontré la servilité naturelle des esclaves par le seul fait qu'ils n'avaient pas préféré la mort à la servitude. On retrouve encore cette idée dans la réponse de Sénèque aux plaintes des esclaves. La liberté est si facile à saisir, comment reste-t-il un seul esclave ? Ou dans sa phrase, la vie sans le courage de mourir, c'est la servitude. Il allait au combat, et d'une certaine manière, c'est celui qui prenait les armes, c'était le guerrier à l'ancienne, donc auparavant les rois étaient des rois guerriers, comme on le voit dans l'Iliade ou l'Odyssée, le roi Ulysse qui rentre à Ithaque, c'est un guerrier. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui se confronte directement au réel de la mort par rapport à l'esclave qui, lui, ne veut pas risquer sa vie. Et donc, de ce fait, le maître dont parle Hegel, c'est ce qui atténue aussi l'erreur de Hegel, telle que la repère Lacan, c'est que, bien sûr, Hegel se situe avant la découverte par Freud de l'inconscient, et donc de ce trou qu'il y a dans l'autre. Parce que toute la noblesse, la hauteur d'esprit de Freud, c'est de ne pas vouloir faire croire que il y eut au départ, comme le croyait Jung, justement, c'est pour ça qu'il se démarque de Jung notamment, une sorte d'harmonie préalable qui aurait été déchirée par quelque chose, notre venue au monde, ou je ne sais pas quoi, etc. Freud part d'un constat de départ, d'une déchirure originelle, d'un manque originel. Il manque toujours déjà quelque chose, sinon nous ne serions pas là. Donc, ce en quoi ce manque-là est constitutif. C'est à partir de là, pour bien comprendre, là, la dernière fois je vous ai dit, ceux qui parlent du premier Lacan, du dernier Lacan, etc., mais c'est pareil pour Freud. Freud, c'est ça depuis le début. C'est-à-dire que ce n'est qu'un déploiement logique et circonstancié d'une intuitio originaris, une intuition première de quelque chose qui ne va pas, mais qui est liée, bien sûr, à son observation, mais chaque fois que son observation vient corroborer cette intuition, bien sûr qu'il va avancer, et puis Lacan après lui, dans le déploiement de la logique qui sous-tend le fait que nous sommes des êtres faillés, des êtres manquants. Le mot de Spaltung, de séparation, de clivage, qui va donner jusqu'au bout toute la logique de la psychanalyse. Et là, on voit, nous avons commencé à explorer seulement là, à partir de cette question de l'angoisse et de cette première définition qu'en donne Lacan, l'angoisse comme sensation du désir de l'autre. C'est pas très compliqué quand même, sensation du désir de l'autre. Alors bien sûr qu'après, il s'agit de savoir de quel autre il s'agit, et c'est là où, justement, l'autre avec un grand A n'est pas dissociable de l'autre avec un petit a. Mais ce n'est pas le même. L'autre
en tant que, justement, elle est présente dans le terme même par lequel Freud désigne la place de l'inconscient, le lieu de l'inconscient, là où se décident nos actes, nos orientations vers la parole, c'est la même chose, et donc notre destin. Et il n'y a que l'intervention sur ce plan-là qui peut modifier quelque chose dans notre destin. Sinon, tout le reste, c'est vraiment de l'agitation stérile. Ça ne sert à rien. Vous voyez bien tout le temps, hein, là il y a eu la psyope Covid, là d'un seul coup ils viennent de découvrir notre mise en scène, parce que c'est ça dont il s'agit, de mise en scène d'une autre pandémie entre guillemets, c'est-à-dire une autre psyope. La psyope, je vous rappelle que c'est un terme qui est emprunté à l'univers de Philippe Cadic, c'est-à-dire que les gouvernements mondiaux maintenant, puisque c'est de ça qu'il s'agit, font en sorte que une fiction devienne une vérité pour tout le monde. Ils n'ont pas tort, parce que, comme l'a découvert Lacan, lecteur de Bentham, la vérité elle-même a la structure d'une fiction. Mais c'est parce que nous sommes des êtres de langage, c'est-à-dire nous sommes des par-lettres. Et nous sommes des par-lettres parce que la parole ne peut venir que comme altérité radicale. Là, au moment où je vous parle, par exemple, j'entends le son de ma voix et c'est l'autre qui parle à travers moi. C'est-à-dire que je ne peux pas m'approprier cette voix-là, ce n'est pas la mienne. C'est quelque chose qui passe à travers moi, dont je peux jouir, justement, puisque c'est de ça dont il est question dans, disons, la dimension du par-l'être, mais c'est pas quelque chose que je peux contrôler, dont je peux contrôler les effets, et c'est quelque chose qui ne m'appartient pas. Dans cette notion, donc, d'autres scènes, Andere Schauplatz, nous l'avons vu la dernière fois, mais je voudrais y revenir quand même parce que, pour certains, disons, de mes analysants qui sont comédiens, qui travaillent dans la représentation, le théâtre notamment, et le cinéma, il est toujours question donc d'une scène. Hein, et cette scène renvoie à... On va essayer de revenir un peu comment les choses se sont mises en place, à une certaine manière d'être pris toujours déjà dans le monde comme un monde nous préexistant. Nous l'avons vu avec cette histoire de l'encoche et de la série d'encoches, donc au début était le trait unaire, donc cette notion d'identification qui est absolument majeure en psychanalyse. Alors évidemment, l'identification, là vous pouvez mesurer la différence qu'il y a entre la vraie psychanalyse et la psychanalyse d'institution, d'allégeance aux signifiants corrompus de la société que représentent les écoles psychanalytiques qui se sont massivement fourvoyées dans les gender studies, le climatisme, le covidio-climatisme, c'est la même logique, etc. C'est que l'identification, effectivement, c'est ce qui caractérise la psychanalyse. Mais on a vu qu'il y a une différence entre l'identification à et l'identification de. Et c'est l'identification du symbolique en tant que ces encoches-là sont les ancêtres des lettres elles-mêmes qui vont constituer le réel du signifiant. C'est-à-dire de chaque mot qui va pouvoir être écrit, mais le signifiant n'étant pas un équivalent du mot. Vous savez, ça peut être un mot, ça peut être un livre, ça peut être une bibliothèque entière. C'est juste quelque chose qui signifie le sujet, non pas pour quelqu'un d'autre, mais pour un autre signifiant. Donc, se met en place, grâce à ce jeu d'encoche-là, une primarité du monde. C'est à partir du fait qu'il y a un monde que ce chasseur peut faire ses encoches. Et on y revient, donc il se souvient des scènes, donc ce sont autant de demandes là, dans les cercles pleins de la demande, qui vont constituer ce cercle vide du désir, et ce cercle vide du désir, le vide là,
va donner naissance donc au sujet qui se méprend sur son compte, qui ne se compte pas, mais il ne se compte pas parce que, d'une certaine manière, le vide qui est là, qui est réel, ce vide-là, eh bien, c'est ça que nous pouvons appeler maintenant l'objet petit a. C'est-à-dire le réel, donc, que le sujet va, passant par la demande, s'adressant à l'autre, mais au grand autre, derrière le petit autre, ou à l'intérieur du petit autre, en essayant d'obtenir autre chose que la satisfaction de ses besoins, c'est-à-dire l'objet du désir lui-même qui est en soi inatteignable à jamais. Voilà. C'est-à-dire si, comme il est écrit dans la dernière phrase de la Traumdeutung, le désir est indestructible et qui persiste à l'infini, c'est bien parce que l'objet lui-même, l'objet du désir, n'est en aucun cas atteignable. Ça va être un jeu de leurre. Le leurre, donc le leurre de la vérité, c'est pour ça que la vérité aussi est menteuse chez Lacan, c'est le leurre d'un objet qui va se trouver investi par le sujet qui met lui-même son désir, nous l'avons déjà vu, sauf que l'objet lui-même donc n'y est pas. Et il est à jamais manquant sur la scène, ce qui fait que dans la formule du fantasme, S barré, coupure de ou désir de objet petit a, le fait que le monde nous apparaisse comme premier, c'est ça qui trompe Hegel aussi, nous fait oublier que le réel, chez Lacan, ne se conçoit que, pour Freud aussi bien sûr, puisque c'est lui qui amène le concept de Nachtrag, qu'après coup, comme quelque chose qui aura dû avoir lieu pour que ça, ce qui se passe maintenant, ait lieu. Donc pour qu'il y ait un jour un chasseur du Magdalénien, du néolithique, qui commence à faire des encoches sur une côte de gazelle, il aura fallu au préalable que lui soit équipé d'un bloc audio-vocal et donc qu'il appartienne déjà, qu'il le sache ou non, qu'il le veuille ou non, à l'ordre symbolique. C'est-à-dire qu'il y a déjà un sujet là qui ne se sait pas. Il ne se sait pas sujet, mais c'est pas parce qu'il est au néolithique. C'est la plupart des gens autour de vous ne se savent pas sujet, parce qu'ils croient que leur moi c'est le sujet. Donc comme ils se sont identifiés à leur propre image dans le miroir et qu'ils y tiennent mordicus plus que tout et qu'ils disent moi je, moi je, moi je, ils ne peuvent pas accéder à cette autre scène là, cette autre scène là où se joue effectivement le sujet lui-même en tant qu'il est un interstice, une coupure entre deux signifiants. Ce qui fait qu'on passe d'un signifiant à l'autre. Le sujet, lui, il est cette coupure. C'est pour ça qu'il a une structure de bande de Möbius. C'est la coupure elle-même, le sujet. Donc, leur sujet, c'est pareil que pour cet homme du néolithique. Ils ne savent pas qu'il y a un sujet, tout simplement qu'il y a un inconscient. C'est pour ça que le maître est un imbécile pathétique, parce qu'il ne se doute pas qu'il y a un inconscient. Ou peut-être des fois il s'en doute, mais surtout il ne veut rien en savoir. Et je vous rappelle là la définition donc entre le psychotique qui ne peut pas savoir parce qu'il lui manque un signifiant, parce que nous allons y revenir tout à l'heure. Le pervers qui dit « je sais bien, mais quand même », mais qui renvoie à l'autre. Donc il renvoie le fait que c'est l'autre qui est castré, c'est l'autre qui, lui, il se tient à l'écart de ça, d'une certaine manière, en s'offrant, mais nous allons le voir, en s'offrant à la jouissance de l'autre, d'une certaine manière. Et le pervers, et c'est dans cet ordre-là, parce que nous allons de la psychose à la névrose, et la névrose elle-même, de l'obsessionnel, Zwangneurose, à l'hystérie. Et l'hystérie n'est finalement plus une névrose, puisque l'hystérique se confronte lui-même, je dis pas elle-même, je dis lui-même, parce que vous savez que si ça concerne beaucoup plus largement les femmes, les hommes ne sont pas exempts de l'hystérie, et heureusement, ça donne quand même quelques hommes intelligents, parce que sinon c'est impossible
d'accéder à une position même de soutenir quelque chose du désir féminin qui, elle, d'une certaine manière, est déjà dans le réel. Elle a 2 coups d'avance sur les hommes du fait qu'elle n'est pas encombrée de ce pénis, de ce bout de chair, ce bout d'intestin, on peut dire, dont elle a été privée et dont elle réclame la restitution. On l'avait vu dans l'Oedipe, mais aujourd'hui on peut le dire de manière un peu plus directe. D'une certaine manière, le sexe de l'homme appartient à la femme. C'est-à-dire que il lui appartient à elle, mais c'est lui qui en a la garde. Mais il en a la garde, mais il sait pas quoi en faire d'une certaine manière, parce que seule elle peut lui donner jouissance de son organe en le faisant bander notamment et en faisant en sorte qu'il puisse en jouir. Parce que sinon, en fait, c'est pas à lui qu'il appartient. C'est quelque chose qui a une vie propre, une république autonome, comme disait je sais pas qui. Ou alors il faut relire le livre de Moravia, Moi et lui, pour comprendre que c'est un bout qui est là, qui nous définit en tant que masculin, mais qui nous appartient pas d'une certaine manière. Donc dans cette tout ce travail de la sexuation qui est complètement dénié par la bêtise contemporaine là, des gender studies et honte à tous les psychanalystes qui soutiennent ces conneries. Mais ça, c'est de la pure connerie, quoi. C'est-à-dire, c'est ne rien avoir compris à la psychanalyse, jamais que de se dire féministe ou de soutenir les gender studies, etc. C'est à l'opposé, puisque je vous rappelle que la psychanalyse réinstaure la fonction paternelle en tant qu'elle est le lieu même, donc Platz, où se joue pour la mère elle-même sa propre juridiction de parole, c'est-à-dire à partir d'où elle parle. Donc nous avons une scène du monde comme ça qui fait oublier, sauf à être revenu par ce génie absolu qu'est Freud, avec son andere Schauplatz, une autre scène. Donc il est question de scène. Et pour voir le monde tel qu'il est, c'est-à-dire comme Shakespeare, le monde comme un théâtre, les hommes ont besoin de mettre une scène sur la scène, comme s'il y avait un redoublement obligé pour arriver à voir ce qu'il en est. Donc, ils vont créer des arts du spectacle, en quelque sorte. Ça commence très tôt, hein, ça commence notamment avec les tragédies. Vous savez qu'à l'époque première antique de la Grèce, la tragédie était une œuvre écrite et jouée pour purger les passions du groupe, du village, de la cité, de la communauté, et elle n'avait lieu qu'une fois, elle n'était plus jamais jouée. Donc s'il nous reste aujourd'hui des traces de ces tragédies, c'est à partir du moment où elles ont été écrites, un peu comme l'enseignement de Platon, où au départ c'était un enseignement exclusivement oral, comme l'était celui de Pythagore, et donc il n'y avait aucune trace. C'est petit à petit donc que les choses ont été consignées jusqu'à arriver, comme aujourd'hui, à ce que l'écrit prenne toute la place et la parole soit évacuée. Je vous rappelle que c'est seulement à partir du moment où il y a de la parole qu'il y a du réel. Dès qu'il y a de l'écrit, ce n'est déjà plus du langage parce qu'il n'y a pas de réel. Enfin, disons, le seul réel qu'il y a dans l'écrit, c'est le trait d'écrit lui-même. La pression qu'il y aura eu pour faire un trait, ça, c'est la trace de réel. Mais sur Internet, il n'y a aucun réel. Dans les statistiques, toutes les modélisations qui servent à faire les lois, les prédictions, et donc qui dirigent l'économie. L'économie est en pleine perdition en Europe, parce que ces gens-là, ça profite bien sûr très 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 fortement à certains, font croire que à certains énoncés qui vont avoir des conséquences pour beaucoup de monde négatives et pour très peu extrêmement positives dans le sens de l'enrichissement matériel. Donc le réel, c'est pas du tout ce qu'on croit. Le réel, c'est quelque chose qui ne peut pas fonctionner sans les deux autres registres que sont l'imaginaire et le symbolique. Et le réel,
c'est ce qui fait un des trois, en quelque sorte. Mais pas seulement au sens que c'est un des cercles, c'est aussi le retour à cette unité. C'est pour ça que la tradition, disons, chrétienne, c'est celle de la Trinité. C'est un Dieu trine, imaginaire, symbolique, réel. C'est la condition même d'accéder à un certain réel. Sinon, il n'y a plus du tout de réel. Donc, revenons à cette scène-là. Donc, la mise en scène, pour comprendre le réel, revient vers celui, bien sûr, qui en est l'auteur. Alors ça, c'est très intéressant parce que dans le désir, son interprétation, Lacan fait une analyse somptueuse, mais géniale, d'Hamlet. Il décortique Hamlet de telle manière que on a affaire à un chef-d'œuvre, là, de perception de ce qu'il en est, de notre position de par-l'être dans le monde, et grâce à cette œuvre de fiction, Shakespeare dans un premier temps, mais surtout Lacan dans l'analyse qu'il en fait, nous arrive à faire percevoir quelque chose de ce qu'il en est du désir, justement. Qu'est-ce que c'est que le désir, hein? Je vous rappelle que la dernière fois, je vous ai une énième fois rappelé que c'est le désir qui fait sa loi au sujet et que c'est le langage qui fait la loi du désir. Donc, les lois qui concernent ce monde sont des lois qui sont valables pour tout le monde. La loi de la gravité, bon, ça vaut pour tout le monde. Hein. Vous pouvez pas vous mettre à la fenêtre et vous mettre à voler, là, non. Vous allez chuter comme une pierre, ou même comme une bouse, selon certains, vu que ce sont déjà des bouses ambulantes. Donc, mais les lois du signifiant sont d'une autre nature. Elles ne sont pas les mêmes que les lois qui gouvernent tout ce qui se passe sur cette terre. Ce sont des lois qui obéissent à une logique élastique. Ce sont les lois du signifiant. Et c'est ce qu'amène Freud, donc ce en quoi, non seulement il ne trahit pas la lettre juive, mais au contraire, il l'amène à son acmé, puisqu'il amène à percevoir que les véritables lois qui nous gouvernent sont les lois de l'inconscient. Je reviens donc à cette mise en scène-là de Shakespeare sur Hamlet, et il y a un passage vraiment absolument génial, mais que très peu de monde est capable de lire et d'interpréter, c'est que, à un moment, Hamlet a l'idée de faire appel à des comédiens pour mettre Claude, donc son oncle qui a tué son père, devant une scène où il est censé subir, un peu comme dans les tragédies grecques, une forme de catharsis, être saisi, pris par la scène qui se passe devant lui, où il est montré que c'est lui qui a tué le roi. Évidemment, c'est pas ça qui se passe. Il croit qu'il fait ça, mais en vérité, ce qu'il fait, c'est qu'en faisant cette scène de théâtre, il se met lui-même en scène comme celui qui va tuer l'imposteur qu'est Claude, c'est-à-dire celui qui a volé la place de son père. Ce qu'Hamlet fait représenter sur la scène, c'est donc en fin de compte quoi? C'est lui-même accomplissant le crime dont il s'agit. Donc d'une certaine manière, la mise en scène théâtrale est toujours un dédoublement, comme il y a besoin de revenir au sein deux fois pour comprendre ce que c'est qu'un objet. La première fois, on ne peut pas savoir, c'est quelque chose, c'est une partie de nous, on ne peut pas savoir qu'il y a quelque chose qui nous pousse vers ça, et que c'est quelque chose qui peut être délimité et qu'on peut se différencier de ça, etc. De la même manière, il faudrait qu'il y ait une mise en scène là pour comprendre que le monde lui-même est une mise en scène. Et que nous assistons là à une mise en scène grotesque aujourd'hui. Hein, je dis grotesque aujourd'hui parce que là, je viens de voir, enfin, on m'a averti de ça, ils essayent de refaire le coup de la psyop Covid, là, avec un autre virus, avec des gens qui sont coincés sur un bateau, exactement comme ils avaient fait pour H1N1.
les mêmes discours, les mêmes intervenants, les mêmes pseudo-solutions, le vaccin qui est déjà prêt depuis 2025, etc. Donc, ces mises en scène-là sont tellement ridicules que la honte soit sur les pseudo-psychanalystes qui aussi ont cru à la psyop Covid, parce que la psychanalyse étant une clinique du discours et un discours, au sens lacanien, c'est impossible de croire à ça, parce que n'importe quelle oreille un peu avertie, je vous rappelle que la manière dont les psychanalystes se reconnaissent entre eux, c'est se reconnaître entre soi, avec un R à la fin, c'est pas entre soi, parce que c'est pas un entre-soi, il n'y a pas de communauté de psychanalystes. Mais par contre, dans une certaine obscurité, juste en se laissant pas bluffer par les images, mais avec la parole, savoir dénouer un nœud borroméen dans le noir. C'est-à-dire avoir saisi ce qu'il en est dans les propos, la mise en scène là, de l'imaginaire, du symbolique et du réel. Se reconnaître entre soi, à condition que nous y insérions un AV après la première lettre. Se reconnaître entre savoir. Donc là, nous sommes dans ce qui constitue le fond même de ce qu'a amené Freud, le génie de Freud, la possibilité de désaliénation qu'il nous offre en apprenant à lire et donc à saisir ce qu'il en est de notre position. Mais évidemment, cette position-là, c'est pas une position de pouvoir. C'est pas avec ça que nous pouvons changer le monde. C'est pour ça que Freud n'était pas du tout progressiste. Lacan dit c'était pas un demeuré. Parce que Lacan, il sait très bien que pour être progressiste, il faut être soi-même demeuré. Sinon, vous n'avez pas besoin d'être progressiste. Donc, pour pouvoir croire au progrès, surtout au progressisme, c'est-à-dire au progrès des technologies comme une désaliénation, alors que c'est le contraire, c'est une aliénation, il faut être soi-même demeuré. Donc Freud n'était pas demeuré, donc nous pouvons dire à ce titre-là qu'il n'était pas progressiste. D'ailleurs, nous avons les textes. Il dit, oui, c'est vrai, Freud n'était pas du tout progressiste, il ne croyait pas. Il disait, il avait lu Marx, bien sûr, mais il ne reconnaissait pas. Il reconnaissait des choses très justes dans la reconnaissance, disons, de l'aliénation, de l'exploitation, etc. Mais la solution marxienne, c'est-à-dire une solution d'un messianisme collectif, de croire en un Staline qui allait libérer l'humanité, ça, il ne pouvait pas y croire une seconde, parce que il sait très bien que ça se passe uniquement au plan subjectif, c'est-à-dire que ça rejoint la remarque de Mallarmé, selon laquelle il n'y a que deux manières de relationner avec un autre être humain, l'argent et la parole. Il y a un moment où, c'est sûr, si vous donnez un billet de 50 € à quelqu'un, vous n'avez pas besoin de lui parler, quoi. Sinon, vous êtes obligé de parler, d'une certaine manière. Donc de mentir, puisque le symbolique ment. Donc, il y a un moment, malheureusement, où les deux deviennent incompatibles. C'est-à-dire, c'est soit l'argent, soit la parole. Ça ne veut pas dire que, quand on a choisi la parole, il faut faire vœu de pauvreté, comme l'a fait François ou Joseph le dominicain qui faisait la politique de la France du temps de Richelieu. Un excellent livre d'Aldous Huxley que je vous recommande, L'éminence grise, ça vient de là. C'était un dominicain qui, dans sa robe de bure, le mot de bureau vient de là, la bureaucratie, la robe de bure grise, faisait le voyage à pied de Paris à Rome pour faire la politique de la France. Donc, pendant que Richelieu pavanait en tant que cardinal au milieu des sommités, des pseudo-élites comme il y a aujourd'hui de ce monde, quoiqu'ils étaient quand même moins pseudo qu'aujourd'hui, parce qu'ils avaient un minimum de culture, tandis qu'aujourd'hui, ceux qui se font appeler eux-mêmes élites sont des crétins absolus, ils sont juste hyper adaptés à la perversion en tant que la société est notre propre refoulement.
Donc, nous avons une scène à reconnaître et à percevoir comme étant une scène de théâtre dans laquelle ce qui est en jeu pour ceux qui ont choisi l'argent, c'est un pouvoir-faire, c'est-à-dire intervenir. Vous vous rendez compte qu'un crétin absolu comme Bill Gates, il a tellement d'argent qu'il pollue la planète entière avec ses pseudo-idées de vouloir guérir, ou je sais pas quoi, tout est faux là-dedans, il est totalement pris dans une espèce de folie, il veut guérir personne, il suffit d'écouter la manière dont il parle, il suffit de voir la tête de débile qu'il a, et heureusement que Noël Godin lui a mis une belle tarte à la crème là une fois, comme à Bernard-Henri Lévy, etc., tous ces cuistres là qui se prennent pour les maîtres du monde. Donc eux, ce sont pas du tout des maîtres. La maîtrise n'est pas de ce côté-là. La maîtrise, elle est du côté de la parole, sauf que c'est pas le sujet qui maîtrise la parole. C'est la parole qui maîtrise le sujet. C'est-à-dire, c'est un choix d'assumer le fait que si le désir fait la loi au sujet, c'est la première étape, et que le langage fait la loi du désir, la castration, ce dont il est question justement dans l'angoisse que nous allons aborder maintenant, puisque j'ai fait toute cette introduction pour revenir sur cette notion d'angoisse, c'est cette sensation du désir de l'autre, et l'autre, d'une certaine manière, il me veut quelque chose. Alors là, je vous rappelle que j'ai découvert qu'il y avait l'impératif catégorique kantien, la grande découverte de Kant sur la loi, le devoir, justement. J'ai découvert grâce à ma fille, quand elle avait 6 ans, qui est venue me demander « Papa, pourquoi, jusqu'à maintenant, quand je faisais quelque chose, je faisais quelque chose. Je ne me demandais pas si c'était bien, si c'était mal. Maintenant, quand je vais faire quelque chose, je me demande est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal. Donc, cet impératif catégorique vient malgré nous, à nous parasiter. Comme cette loi morale, c'est comme ça qu'elle est appelée chez Kant, la loi morale, qui va donner ensuite, donc, à travers le prisme de la psychanalyse, on verra que c'est pas la morale, c'est l'éthique, et c'est autre chose, c'est encore plus exigeant, d'une certaine manière. Donc, nous sommes dans une forme de nous retrouver face à ce désir de l'autre qui nous met dans l'angoisse du « qu'est-ce qu'il me veut ?» Qu'est vuoi, c'est ça. Nous savons qu'il y a ça, dans le fond. Et là, la découverte de Lacan, que je vous ai déplié dans le séminaire 105, je crois, c'est de constater que le lieu du fantasme et le lieu de l'angoisse étaient le même. C'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Vous amener justement à la différence qu'il y a dans la structure entre la perversion en tant que structure. Très souvent on entend c'est un pervers narcissique, etc. Ça n'a aucun sens. C'est un truc, une invention de Racamier qui était un pseudo-psychanalyste, plutôt un psychologue, quoi, qui met ils mettent dans des cases comme ça, un peu comme DSM, ils mettent dans des cases et donc avec des énoncés, ils croient qu'ils ont cerné tout le réel. Alors que justement, la psychanalyse part de l'opposé en disant il y a quelque chose qu'on n'arrivera jamais à mettre dans la moindre case puisque l'énonciation, c'est ce qui échappe. Et ce qui échappe, donc, c'est le sujet. Le sujet n'est jamais perceptible en tant que tel. Il est juste reconnaissable après coup, entre deux signifiants. Il aura été là, comme le furet. Et c'est pour ça aussi que l'objet, petit a, prend tant d'importance. C'est seulement à partir de l'objet qu'on peut déceler qu'il y aura eu du sujet là-dedans. Donc, le travail analytique
consiste à retrouver donc la place du sujet qui se joue, je vous rappelle, sur l'autre scène. Et pour ça, il faut passer par plusieurs étapes. C'est long, l'évolution humaine. Parce que là, tout le monde se croit arrivé à un stade suprême avec la soi-disant IA. Mais IA, j'avais fait un graphorisme dessus il y a des années, puis une conférence aussi à Lille. Il y a autant d'intelligence dans l'intelligence artificielle qu'il y a de fleurs dans la fleur artificielle. Parce qu'au fond, c'est un outil pour vous faire obéir. C'est-à-dire, vous croyez que vous apprenez quelque chose, mais vous obéissez à ceux qui ont programmé l'IA. Posez des questions subversives, soi-disant IA. Vous allez voir comme ils vont éviter, comme les IA vont éviter tout ça, de vous parler des choses qui fâchent, c'est-à-dire de la psyop Covid, des manipulations du climat, de tout ce qui concerne ce qui est réel dans les tentatives de domination et d'exploitation de la Terre par certains, qui eux-mêmes ne savent pas qu'ils sont exploités par le langage. Et c'est là où je suis obligé de revenir à rendre encore un hommage à Hegel, puisque c'est Hegel le premier qui découvre ça, puisqu'il constate que les notions, ce qu'on appelle les notions, c'est-à-dire des groupes de signifiants liés entre eux, sont dans une sorte de formation, des formations un peu comme des météores. Des nuages se forment, puis se dissocient, etc. Et se font la guerre entre eux, d'une certaine manière, donc entre elles, puisque ce sont des notions. Mais n'étant pas incarnées, elles ont besoin des hommes pour s'incarner, et donc ces hommes-là qui obéissent aux signifiants, c'est-à-dire à l'autre scène, se croient, eux, les maîtres du signifiant. Ce qui donne le discours capitaliste, l'inversion du sujet, le S-barré, et de passer au-dessus. C'est lui qui commande au signifiant. Il va vous dire, on va dire que maintenant, homophobe, ça veut dire celui qui n'aime pas les homosexuels. Ben non, ça veut pas dire ça, homophobe. Étymologiquement, homo, ça veut dire le même. Phobos, c'est la crainte, celui qui craint le même. Donc le langage a une origine, il a une histoire, on ne peut pas la nier comme ça, sauf à être hypnotisé par les images et la bêtise ambiante, le monde du spectacle, comme disait Debord, qui nous est présenté en permanence comme un divertissement permanent, mais qui, au fond, dans l'hypnose qu'il propose et les croyances qu'il fait passer, nous fait oublier notre position de par l'être toujours travaillé par l'angoisse. Parce que nous ne faisons que commencer, là, à travailler sur l'angoisse. Alors, je reviens à cette différence entre le pervers et le névrosé, puisque le fantasme vient pour éviter l'angoisse, pour la différer au moins. En tout cas, c'est un moyen de défense qui signale justement que l'objet est inatteignable, le réel est même létal. C'est-à-dire que quelque chose nous attire irrémédiablement vers ce réel, et simultanément, il y a quelque chose qui nous terrorise dans l'approche de ce réel parce que cela pourrait nous tuer. Dans la psychose, qui précède donc le stade de la perversion, je dis ça parce que très souvent on dit névrose, psychose, perversion. L'ordre, c'est psychose, perversion, névrose, si on veut être logique. Au départ, nous sommes tous psychotiques. Nous sommes tous psychotiques parce que il s'agit que par l'imprégnation symbolique dans laquelle nous sommes immergés, dans la famille dans laquelle on vit, tout simplement, ou le lieu dans lequel nous sommes nés, eh bien, le symbolique puisse prendre place, et pour qu'il puisse prendre place, il faut qu'il y ait un signifiant particulier, que Lacan nommera le nom du père, mais ça entraîne des confusions, parce que ça fait croire que le nom du père, c'est son patronyme. C'est pas ça, le nom du père. C'est un signifiant qui ne signifie rien, mais à partir duquel vont s'agréger tous les autres signifiants et créer une chaîne. Et pour le psychotique, ce signifiant fait défaut. Donc, il y a une mauvaise inscription dans le registre du fantasme. Donc, il ne peut pas se protéger, lui, du réel avec le matelas symbolique, c'est-à-dire
le manque en tant que les mots viennent à la place des choses, hein, donc ce sont des mots, des récits, des histoires, etc., et qui viennent là, c'est pour ça que Lacan définit l'angoisse comme le manque du manque. C'est-à-dire que le psychotique, lui, il chute en plein réel, donc le réel va faire irruption chez lui, sous la forme d'hallucinations, de voix qu'il entend, parce qu'il ne peut pas débrayer par rapport au réel. Et le réel est insupportable. Le réel est lié à la chose, il est directement en rapport avec la chose, c'est pas supportable. Donc, le psychotique, lui, on ne peut pas dire il n'a pas de fantasme, mais l'ordre fantasmatique, si toutefois vous me permettez l'expression, puisqu'il n'y a pas vraiment d'ordre dans le fantasme, c'est plutôt l'ordre symbolique, mais le fantasme lui permet l'entrée dans l'ordre symbolique. Le psychotique, lui, c'est pas correctement installé. Donc, il peut avoir une crise de panique très forte, des hallucinations, un mal-être absolument terrifiant, parce que il lui manque un signifiant, et donc on peut définir cette structure par « il ne peut pas savoir ». Il ne peut pas savoir qu'il est castré, en quelque sorte, puisque, au fond, le savoir, c'est le savoir de la castration. Ensuite, donc, plus ou moins instauré par le milieu dans lequel nous vivons, l'ordre symbolique tient lieu de possibilité de refuge quant à l'angoisse qui vient de l'autre. Et l'angoisse est permanente pour les enfants. Les bébés sont des puits d'angoisse. C'est pour ça qu'ils dorment autant et qu'il s'agit pour eux de ne pas se perdre dans l'océan du réel qui est un océan sans fin, sans limite. Je vous rappelle que si vous allez au musée de Cluny à côté, vous verrez les berceaux, ils sont étroits comme ça. Auparavant, on leur mettait des bandelettes tout autour, etc., pour leur donner des limites, parce que c'est le rôle de l'ordre symbolique de donner des limites, qui permettent justement de faire avec l'angoisse. Le pervers, lui, sans le savoir, c'est ça qui est le plus drôle, en fait, il joue le jeu à fond. Je vous rappelle que dans l'angoisse, la question c'est « Que vuoi, que me veux-tu » Donc, la première perception de l'angoisse du bébé, c'est d'être l'objet du désir de l'autre. C'est venir combler le manque de l'autre. Venir combler le manque de la mère, au moins... J'ai plus d'angoisse, je sais ce que je suis, c'est-à-dire que je suis l'objet qui te comble. Je vous rappelle que l'objet, pour le par-l'être, précède la déduction du sujet, puisque le monde nous apparaît comme premier, on doit recourir à un artifice qui est le nartrag, c'est-à-dire une mise en place de l'ordre symbolique, pour se dire, pour qu'il y ait eu cet objet-là, il aura fallu qu'il y ait un sujet au futur antérieur. Donc, l'angoisse là, et c'est là où l'intelligence, que dis-je intelligence, le génie de Lacan, c'est de placer le fantasme là. Le pervers, lui, il fait corps avec le fantasme. Il incorpore le fantasme. C'est-à-dire qu'il se met loyalement comme objet, instrument de la jouissance de l'autre. Pour échapper à l'angoisse, bien sûr. Et donc, ça va donner une structure qui est notamment représentée par ce crétin de Sacher-Masoch dans la Vénus à la fourrure, et donc le masochisme, c'est-à-dire de se mettre soi-même comme objet instrument, mais bien sûr avec un contrat, c'est le contrepoint. Il ne faut pas aller trop loin non plus. Hein, mais donc on réintroduit le symbolique. Mais il est dans un déni, le pervers. C'est-à-dire qu'il se dit, et il dit à l'autre, en fait, oui, je sais bien qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, hein,
de la castration. Mais c'est pas moi, c'est l'autre qui est castré. C'est pour ça que le pervers, c'est essentiellement des hommes, les pervers. Il y a très peu de femmes qui sont dans la position de perversion, mais il y en a aussi, hein, bien sûr. Et bien sûr, c'est les pires. Hein. Les femmes sont, de toute façon, quand c'est dans le bien, elles sont mieux, et quand c'est dans le mauvais, elles sont pires. Donc là, vous tombez sur une femme perverse, vous avez intérêt à vous barrer, hein, parce que vous ferez pas le poids. Donc, la perversion, donc comme structure, c'est que le sujet incorpore vraiment le fantasme et joue loyalement le jeu d'être l'objet instrument du désir de l'autre. Mais sauf que bien sûr, ça ne marche pas. Hein. Vous savez pourquoi ça ne marche pas? Parce que l'autre est troué. Parce que le phallus lui manquant à lui aussi. Et donc, justement, si Hegel ça marcherait. Parce que là, ce serait une conscience de soi. Mais là, c'est pas une conscience de soi. On a affaire à l'inconscient, c'est-à-dire à l'autre en tant que lieu du signifiant. Donc ça ne peut pas marcher. Et donc, l'évolution continue, et donc nous arrivons à la névrose. Et là, c'est très intéressant. Parce que Lacan, alors bien sûr, Freud découvre ça avant Lacan, mais Lacan, lui, il se dit, mais au fond, qu'est-ce que c'est que ces fantasmes qu'a le névrosé? Il a que des fantasmes de pervers. Ben oui. Parce que la sexualité elle-même est d'essence perverse. Puisque je vous rappelle que la perversion, originellement, c'est de substituer un but à un autre but. Donc, si on considère que, de manière phylogénétique, les hommes sont voués à se perpétuer en tant qu'espèce, il faut bien qu'il y ait de la copulation. Donc, ça va donner ensuite les fantasmes masculins, je vous en ai déjà parlé dans plusieurs séminaires. Donc, les hommes ont le fantasme de fond, de baiser toutes les femmes, et les femmes, elles ont le fantasme de choisir le signifiant parmi tous ces hommes-là, qui va les signifier elles et elles seules, parce que c'est leur descendance qui compte, c'est-à-dire d'avoir un descendant digne du signifiant qu'elles auront choisi. Mais donc, dans cette logique-là du fantasme, la sexualité étant elle-même perverse, les névrosés, en fait, couillonnent tout le monde, comme dit Lacan. C'est pas de moi, hein, c'est Lacan qui dit ça. Il emploie le terme couillonner. Avec ce qu'il en fait, par ce qu'il en fait, il vous couillonne, comme il couillonne tout le monde. Parce que, comme dans ses fantasmes, il a des fantasmes pervers, il peut, à ce moment-là, inscrire le manque dans le lieu de l'autre, et donc donner le change vis-à-vis de l'autre pour pouvoir se raconter des histoires et faire face comme ça à l'angoisse. Donc c'est un évitement. Et là, c'est très intelligent parce que ça rejoint tout simplement ce que dit Platon quand il déclare que les gentils se contentent de rêver ce que les méchants font effectivement. Donc là, on peut dire, les névrosés se contentent de rêver, d'imaginer et de nourrir leur sexualité de ce que les pervers font réellement, c'est-à-dire des mises en scène, vous avez vu ça 10 000 fois, des donjons, des châteaux, des flagellations. Enfin. Je dirais que est-ce barré désir de petit A, formule du fantasme, ça peut se traduire dans cette perspective. Que l'autre s'évanouisse, se pâme, dirais-je, devant cet objet que je suis, déduction faite de ce que je me vois. À cet égard, je vous conseille un petit livre absolument remarquable que m'a conseillé Justine Gossard, qui est la biographie de Sade, qui a été écrite en 2024, quelque chose comme ça. C'est un livre récent. Et cette biographie de Sade mérite franchement d'être lue. Parce que vous allez voir que même pour quelqu'un comme Sade, dont vous croyez savoir quelque chose, parce que c'est des on-dit, hein, le sadisme, blablabla, etc., mais c'est pas du tout ce qu'on croit. Si vous lisez bien attentivement une biographie aussi documentée que celle-ci, Stéphanie Génan, elle s'appelle, vous allez voir que Sade lui-même
dans sa Justine, et dans le chapitre 9, je crois, il explique que la réussite sociale, en quelque sorte, présuppose non seulement l'abandon, mais le sacrifice de toutes les vertus. C'est-à-dire tout ce qui est vertueux chez l'être humain doit être sacrifié pour avoir une réussite sociale. I saw that I was not capable of murder, though murder had been the sole proof of my existence. And now... C'est là où la préférence de l'argent, du pouvoir. L'argent, c'est un pouvoir-faire. Avec l'argent, vous pouvez monter une armée et aller attaquer quelqu'un d'autre, par exemple. Voilà. Ce que vous pouvez faire avec la vérité, puisque la vérité, elle, malheureusement, elle est là, elle vous définit dans votre sujet, mais elle est impuissante. Vous pouvez rien faire avec la vérité, sauf travailler sur votre propre destin, ce qui est beaucoup moins imaginaire et donc beaucoup moins prestigieux, puisque c'est de ça qu'il s'agit, donc le prestige. Tout le monde veut être couvert de prestige, être quelqu'un de célèbre. En ce moment, selon la bêtise du mythe américain, hein, le succès, c'est d'être célèbre pendant 15 minutes. Mais comment un mythe aussi débile peut-il dominer autant le monde ? Tout simplement parce que les hommes sont débiles. Hein. Ils ne sont pas assez fous, en quelque sorte. Donc, quand on a le choix entre la folie et la débilité mentale, la plupart choisissent la débilité mentale. Sade, lui, a choisi la folie, et là, vous allez voir que c'est quand même autre chose, quoi. Et puis, vous allez découvrir, donc, que c'est pas rien que ce soit devenu un auteur majeur qui, justement, mérite d'être étudié avec attention, parce que il a exploré les passions humaines dans leur immense variété, et aussi leur récurrence, leur ressemblance, etc. Les 120 journées de Sodome, c'est un truc... faut avoir le cœur bien accroché pour lire ça. Hein. Et puis même voir le film de Pasolini dessus, c'est très difficile. Hein. J'ai une amie, je lui avais conseillé d'aller voir ça il y a une vingtaine d'années, elle n'a pas pu tenir dans le cinéma. Hein. Au bout de 20 minutes, elle est sortie. Quoi. Donc, mais il s'agit de savoir ce que ça veut dire d'être homme, et donc d'être homme, vous le savez, ma définition, c'est d'être le porteur de la parole, donc ça veut dire savoir questionner ce qu'il en est des lois auxquelles nous sommes réellement soumis. Et le roc de la castration, la loi de la castration, à laquelle justement correspond l'angoisse qui nous taraude, qui nous tanne depuis le début, puisqu'au fond, c'est vraiment, c'est pas seulement l'anxiété et l'angoisse, hein, c'est vraiment quelque chose qui est, comme dit Lacan, le seul affect qui ne trompe pas, parce qu'il y a du réel, mais c'est aussi ce qui nous permet de surgir de notre bêtise. Donc nous devons y passer. Hein, nous sommes obligés de passer par l'angoisse sans cette phobie-là sociale de l'angoisse. Donc tout ce qui est les valeurs de la société actuelle correspondent exactement à ce que dit Nietzsche sur l'inversion des valeurs. C'est-à-dire toutes les valeurs de la réussite sociale aujourd'hui sont la preuve même des formes les plus pathétiques de l'échec d'un destin. C'est-à-dire le destin d'un être humain, le destin du sujet à la parole, c'est autre part que ça se passe sur cette autre scène, d'où cette importance de considérer le mystère du corps parlant comme un mystère soumis à l'ordre du signifiant et de connaître justement en quoi consistent ces lois du signifiant. Alors pour ça, bien sûr, nos expériences sont trop fugaces, comme disait Hippocrate, on n'en retient rien, on n'arrive pas à les saisir, et c'est là tout l'intérêt du recours à la fiction. Et j'ai terminé le dernier séminaire par Unheimlich de Freud, et cet Unheimlich, lui, pour le rendre accessible, il dit, c'est pas que ça ne concerne pas notre vie de tous les jours, c'est que nous n'arrivons pas à saisir l'essence de cette... On traduit ça par inquiétante étrangeté. C'est une mauvaise traduction, parce que il n'y a pas le Heim
Heim, en allemand, c'est comme home en anglais. Heim, c'est le familier, c'est la maison, mais au sens où on se sent bien chez soi, qu'on peut se sentir bien chez soi dans sa maison, pourquoi pas, mais aussi dans un texte ou dans un lieu particulier, etc. Il y avait une publicité pour des pâtes en Italie et disait Dove c'è questa pasta c'è casa. C'est-à-dire qu'on se trouve chez soi quand on mange ce genre de pâtes-là. Ce qui est faux d'ailleurs parce que la marque en question est une marque qui a soutenu le covidioclimatisme, donc c'est de la merde. D'ailleurs, j'achète plus jamais ces pâtes-là. Mais le Heimat, la patrie pour les Allemands, c'est que le Heim et le Unheim, c'est-à-dire la négation du Heim. En fait, c'est la même chose. C'est-à-dire ce qui est familier devient d'un seul coup inquiétant. L'homme trouve sa maison en un point, situé dans l'autre, au-delà de l'image dont nous sommes faits. Et cette place représente l'absence où nous sommes. Et là, on est dans le noyau, le nexus même de notre rapport à la chose, à das Ding, puisque nous sommes dans la contradiction entre ce qui nous attire irrémédiablement et ce qui nous terrorise, parce que c'est l'état, alors nous ne pouvons pas nous approcher de là. Et pour rendre compte de ça, il analyse le conte d'Hoffmann qui s'appelle « L'élixir du diable ». Je vous laisse lire ça parce que quand je l'ai parlé à ma fille, elle m'a dit « Non, j'aime pas les contes fantastiques, j'aime pas les trucs qui font peur, etc. » Mais j'avoue que celui-là, je l'ai lu d'une traite, je pouvais plus m'arrêter. Ben oui, parce que il saisit la logique de l'inconscient avec l'histoire de ce curé-là qui devient lui-même, disons, en proie à la tentation du diable. Donc bien sûr, ça renvoie à beaucoup d'imaginaire, mais pour nous, c'est pas aussi imaginaire que ça. C'est que le diabolique s'oppose au symbolique, dans la mesure où le symbolique permet, comme des cymbales, donc de faire résonner l'imaginaire et le réel ensemble, de telle manière qu'avec ce coussin de symbolique, nous arrivons à faire avec un peu de réel. Tandis que le diabolique qui traverse, donc vous met en place directement avec le réel, empêche l'imaginaire et le réel de trouver une possibilité de respiration. Puisqu'il y a le manque du manque, là, avec le diabolique. C'est directement en prise avec le diable, ce sont nos pulsions anales refoulées, comme dit Freud. Donc, aujourd'hui, ce qu'on appelle pompeusement les maîtres de ce monde, ou les élites, qui sont des crétins illettrés et juste des pauvres avec énormément d'argent, mais ils sont très pauvres spirituellement. Donc, ceux-là sont qualifiés de satanistes parce que d'une certaine manière, ils refusent le symbolique, c'est-à-dire qu'ils refusent le fait que la parole soit plus que l'argent, et la parole soit plus que le sang lui-même, comme dit Rosenzweig, en écho à la LTI de Klemperer, c'est-à-dire que la langue dans laquelle nous sommes pris, la langue que nous parlons et la langue qui nous parle, est ce qui nous détermine en tant que sujet. Et donc c'est à partir seulement de là que nous pouvons saisir les lois du signifiant, qui sont des lois très précises et que la psychanalyse s'applique à rendre accessible par le travail lui-même. Mais là, je fais une petite nuance avec ce que je dis d'habitude, qui va faire plaisir à quelqu'un. Il s'agit d'y mettre de sa peau et non pas sa peau, parce que il faut y mettre de sa peau parce que nous ne sommes pas tout. Il y a toujours pour nous quelque chose du pas tout qui est en jeu. Et ça ne veut pas dire un déficit d'engagement, au contraire. Je vous rappelle que l'engagement dans le travail analytique, comme ailleurs, se représente par un couloir avec une seule sortie. Vous ne pouvez pas retourner en arrière. Une fois que vous y êtes, il faut aller dans le couloir jusqu'au bout. Il faut déboucher de l'autre côté. C'est ça, un vrai engagement. Et sans cet engagement dans la psychanalyse, il n'y a pas de psychanalyse. C'est
psychothérapie, une forme d'orthopédie sociale, c'est l'inverse de la psychanalyse. La psychanalyse, c'est tout à fait autre chose. Il vaut mieux comparer la psychanalyse au christianisme authentique qu'à autre chose. Parce que là, au moins, justement, il y a la fonction de la parole en tant que parole vivante capable de trancher les faux liens qui se sont créés par notre inscription dans un registre symbolique extrêmement pauvre et défectueux, et ressourcer à partir du travail sur l'analyse notre capacité d'accès à la parole, puisqu'au fond, c'est ce qui nous définit. L'image spéculaire devient l'image du double, avec ce qu'elle apporte d'étrangeté radicale, et pour employer des termes qui prennent leur signification de s'opposer aux termes hegeliens, en nous faisant apparaître comme objet, de nous révéler la non-autonomie du sujet. C'est vrai que c'est un thème de la littérature très connu, notamment chez Dostoïevski, qui est justement un des grands maîtres de ce que je vous dis là, de ce que je vous expose, puisque Dostoïevski avait déjà compris tout ça. Et mais bien sûr, c'est presque le thème majeur de David Lynch, auquel j'ai consacré quand même 4 séminaires. Et je vous rappelle que le bar, le restaurant, autour duquel tout s'amorce au départ, s'appelle The Double R. Donc il joue sur les mots, bien sûr. Le double R, en anglais, mais ça veut dire les doubles sons. Et donc, tout est basé là-dessus, et donc basé sur, effectivement, cette autre scène. Et ce rapport à l'autre scène, c'est effectivement l'unheimlich, c'est-à-dire le rapport que nous avons avec ce double-là. Il y a toujours un dédoublement, parce que ce dédoublement correspond à... Il paraît que si nous rencontrons notre double, c'est vraiment le thème de plusieurs textes, on ne peut pas supporter de voir exactement notre double. Puisque cette fois, c'est l'image en miroir qui prend corps, mais qui est le plus réel ? Celui qui croit qu'il voit son double ou le double lui-même ? Ça, c'est la question que vous devez vous poser quand vous regardez dans le miroir. Qui est le plus réel ? Vous ou celui qui vous regarde sans vous voir dans le miroir ? Ça, c'est l'inquiétante étrangeté. Nous y sommes confrontés tous les jours à l'inquiétante étrangeté. Mais nous évacuons ça. Mais dans l'inconscient, rien ne se perd. Donc c'est pour ça que nous allons la retrouver. Nous allons retrouver les thèmes, justement, dans cette capacité que nous avons d'échapper à l'angoisse par le fantasme et de corréler le fantasme à l'angoisse en sachant que l'angoisse, c'est la clé dans la mesure où c'est le seul affect qui ne trompe pas. On est là à l'opposé de tout ce qu'on va vous dire. Ce qui compte, c'est l'émotion, etc. L'émotion, on est dans l'émotion, ça vaut rien. La vérité, ça passe par la parole, et les affects sont menteurs. Et la vérité, comme elle ne peut être que médite, elle concerne juste le sujet qui ne peut pas savoir les effets de sa parole. Ça aussi, c'est une inquiétante étrangeté, parce que qu'est-ce qu'il y a de plus étrange que notre propre parole ? C'est ce qu'il y a de plus étranger à nous-mêmes, et pourtant, c'est ce qui nous fait hommes, c'est-à-dire le plus dans notre essence, dans l'essence que nous sommes. Il n'y a rien de plus étrange que ça. Nous vivons dans l'étrange, et on essaye de nous faire croire que tout est sous contrôle et que nous vivons dans un monde qui est standardisé, comme ils disent, c'est-à-dire tout est industriellement normé, etc. Non, il n'y a pas de normes. Il n'y a pas de normes sexuelles. C'est pour ça qu'il y a autant de normes sociales, et c'est pour ça que la société, là, prend un tour hautement tyrannique, et la civilisation, comme dit Freud, là, en demande trop au sujet, et ça ne peut se solder que par, disons, une catastrophe démographique, pour le dire avec précaution.